soir, nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h pour 2 heures volées à la nuit, pour se parler en toute quiétude, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres, pour se soutenir, s'entraider. C'est maintenant au 39 21, la ligne vous est ouverte. Clémence et Assiba vous y attendent, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si de l'autre côté de votre poste de radio, un témoignage fait écho à votre histoire, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler pour que l'on parle ensemble. Vous pouvez également nous écrire par internet sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Camille, qui a témoigné dans l'émission hier soir, nous a envoyé un petit courriel parce qu'elle voulait revenir sur l'intervention de Patricia qui lui a succédé à l'antenne pour dire que Patricia est la preuve qu'une femme de 40 ans avec un passé, des enfants, peut aller au bout de ses choix et réussir à concilier une vie de maman et de femme amoureuse dans le plus pur respect des uns et des autres. Camille dit qu'elle réalise le rêve qu'elle a et elle voulait lui souhaiter tout le bonheur qu'elle mérite. Et puis il y avait également Petite Moum qui disent qu'elle se modernise, qu'elle passe du SMS sous les draps à son ordinateur au grand jour, enfin de souhaiter une bonne nuit à tous les fidèles, Prune, le subversif, Georges, elle dit même Fifi. Alors Fifi, oui, ça c'est sûr qu'il est fidèle puisque il travaille là tous les soirs avec nous, hein. C'est lui qui réalise l'émission. Alors Petite Moum dit tous ceux qui envoient des messages qui font avancer les personnes en souffrance et qui nous contactent. On a bien reçu votre courriel, merci à vous en tout cas. Et puis je voulais également saluer l'auditeur ou l'auditrice qui signe sous le pseudo Nuit onirique. Voilà, elle dit qu'elle apprécie ce crépuscule quotidien peuplé de jolies, joyeuses rencontres radiophoniques, amicales, amoureuses, nées d'une confidence. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir. C'est Caroline ? Oui, c'est bien moi. Oui. Voilà, moi je vous téléphonais parce que en fait je vous ai déjà appelé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Oui. J'étais dans une histoire relativement très difficile. Donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais eu besoin de raconter ce que je vivais parce que en fait je vivais avec une personne qui me maltraitait psychologiquement. Il s'est trouvé que depuis j'ai sorti la tête de l'eau en fait. J'ai rencontré des associations dans la région où j'habite. J'ai fini par porter plainte très difficilement parce qu'en fait je vivais dans la peur en permanence, la peur de ce qu'elle pourrait faire. Et en fait, dans les derniers temps, j'avais plus le droit, en vivant sous le même toit, j'avais plus le droit ni à l'eau, ni à l'électricité. Quand elle partait, elle enlevait les fusibles. Elle emmenait les casseroles, elle emmenait pas mal de choses. Donc c'est vrai que au début, la gendarmerie m'avait... C'est incroyable. J'en rigole, mais je rigole jaune parce qu'en fait, le fait d'en parler, je me remets à trembler, quoi. Mais elle partait avec les casseroles Oui. Si vous préférez, ce qui s'est passé, c'est que on est venu s'installer tous les deux en Bretagne il y a 5 ans. Moi, j'avais conservé mon poste en Picardie, parce que j'avais pas trouvé d'emploi. Donc, dans un premier temps, je faisais les allers-retours toutes les semaines. Il s'est avéré que dès que j'arrivais le week-end, je me remets à trembler en plus en parlant de tout ça, mais bon, c'est pas grave. Dès que j'arrivais le week-end, il fallait que je la satisfasse, on va dire, sexuellement. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'était que je lui avais manqué, mais moi, j'avais toute la fatigue, il y avait tout ça. Et donc, ce que je lui réclamais, c'était un temps de repos.
Mais en fait, c'était pas possible. C'était tout de suite. Et puis c'était des ordres. Et puis il faut que tu fasses ceci. Puis il faut que tu fasses cela. Et en fait, il est arrivé à un moment donné où je me suis retrouvé à l'arrêt maladie. Dans un premier temps pour 3 semaines. Et en fin de compte, l'arrêt maladie a été pire que mieux. Parce qu'il a refermé les portes d'une prison supplémentaire sur moi, dans le sens où, croyant pouvoir me régénérer en sa présence ici en Bretagne, je me suis trouvé encore plus enfermé, plus diminué. Et puis l'arrêt maladie de 3 semaines s'est transformé en arrêt maladie de 3 ans. Au bout de 3 ans, et c'est dans cette période-là, dans la dernière année, où j'avais déjà, je vous avais contacté. Et au bout de ces 3 ans, j'ai décidé de reprendre mon travail, où je travaillais en Picardie. Et puis, parce que je travaillais dans un hôpital. Et le médecin qui m'a reçu à l'époque m'a dit... Qu'est-ce que vous faisiez dans cet hôpital? J'étais moniteur éducateur. D'accord. Et le médecin qui m'a reçu à l'époque m'a dit, voilà, si vous prenez les mêmes conditions qu'au départ, vous n'allez pas y arriver, vous allez tenir 3 mois, quoi. Il dit, le mieux, c'est que vous demandez une disponibilité. Vous lui aviez confié à ce médecin ce que vous viviez au sein de votre couple? Oui, ça commençait à trop peser, quoi, en fait. Je lui ai plus ou moins expliqué, il m'avait dit, voilà, de toute façon, il dit, ça va pas être possible. Moi, j'avais plus du tout de famille, enfin, j'avais de la famille très éloignée, on va dire, en Picardie. J'avais pas de moyens de logement, donc ça voulait dire qu'il fallait que soit je dorme dans ma voiture, soit que je trouve quelqu'un, mais c'était très difficile, en fait. Et la solution qu'il m'a proposée lui à l'époque, c'est de prendre une disponibilité, de trouver un emploi ici en Bretagne. Donc j'ai suivi ce conseil, j'ai pris ma disponibilité et je me suis dit, lorsque je suis rentré, que j'ai dit à ma concubine à l'époque, voilà, j'ai pris ma disponibilité. Ça a été, tu trouves du boulot tout de suite, etc., etc. Mais en fait, je continuais de vivre sous tremblement. Comment expliquer? Ça veut dire que le soir, quand je me couchais, je tremblais parce que ça allait de t'es nul, t'es moins que rien, j'étais la misère, quoi. Vous êtes resté combien de temps avec elle? 4 ans. Et ça a commencé à se mettre en place quand ça s'est pas mis en place tout de suite, en fait. Oui, j'imagine. Ça faisait plus de 10 ans, voilà, ça faisait plus de 10 ans qu'on se connaissait. On avait eu une aventure il y a en 95 ensemble, oui. Et qui n'avait pas continué. Et on avait souhaité l'un et l'autre rester amis. Et en fait, moi, je m'étais aperçu que elle connaissait 95-99% de ma vie et que moi, j'en connaissais même pas 5% de la sienne. Et au bout des 10 ans, je me suis retrouvé célibataire et lorsqu'elle l'a appris, parce qu'une maison de célibataire, ça se reconnaît, lorsqu'elle l'a appris, parce qu'on continuait d'avoir des contacts, mais amicaux, et lorsqu'elle l'a appris, elle m'a supplié de lui laisser sa chance. Et moi, dans un premier temps, je lui disais que je venais juste de me retrouver célibataire, j'avais pas forcément envie de reprendre une histoire tout de suite, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Oui. Vraiment pour être avec moi, en fait. Et puis, au bout d'1 mois et demi, elle se montrait très présente, très gentille. Il y avait pas de méchanceté, il n'y avait rien de tout ça, en fait. Et puis, j'ai fini par accepter. En lui disant, de toute façon, c'est peut-être elle qui a raison, c'est peut-être moi qui ne sais pas la regarder, c'est peut-être moi qui ne sais pas l'aimer. Et donc, je me suis... Déjà, je faisais plus forcément confiance à cette petite voix instinctive qui nous prévient quelquefois. Oui, d'ailleurs, vous dites par accepter, c'est-à-dire qu'on ne sent pas le désir, finalement, comme on accepte une proposition, mais il n'y a pas un allant, il n'y a pas franchement de désir déjà. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'adorais, que je veux dire, c'est quelqu'un que je mettais sur un piédestal dans le sens où elle paraissait parfaite. C'est le cas de le dire, elle paraissait parfaite. Et moi, en quoi elle vous paraissait parfaite, cette femme? C'est quelqu'un qui avait toujours du temps pour les autres, qui savait toujours... En fait, ce que je voyais, ce qu'elle me montrait d'elle, oui, c'était le côté gentil. Et ce qu'elle montre aux gens, c'est le côté gentil. Le côté méchant, moi je l'ai connu parce que c'est le côté qui se montre, qui se met au jour lorsque les portes d'une maison elles se referment, en fait. Donc les gens, elle donne une image de quelqu'un très dévoué, très disponible pour les autres, très attentionné. C'est vraiment un double visage, en fait. Ah oui, d'accord. Et en fin de compte, à partir du moment où on a formé un couple, j'ai commencé à lui dire, moi j'avais mis les points sur les i, j'avais dit voilà, moi je
je veux bien qu'on forme un couple, mais dans ce cas-là, faut qu'on parle, quoi. Je veux dire, faut pas que ce soit moi qui nourrisse toutes les conversations, faut qu'on échange. Et du jour au lendemain, il y a eu des échanges qui enrichissaient en fin de compte notre relation, mais qui ne partaient pas très loin, parce qu'en fin de compte, j'apprenais rien d'elle, quoi. Et, Mais et puis pourtant, bon, vous connaissiez depuis 10 ans, vous me bah dites. oui, mais Donc, je connaissais rien de sa vie, en fait. Elle connaissait toute la mienne, parce que elle finalement, entretenait un halo de mystère. Vous ne saviez pas quelle était son histoire personnelle. Ça- d'après ce qu'elle me disait, enfin bon, maintenant, si elle m'a menti, c'est son problème. Maintenant, je veux dire, c'est pas le mien. Mais, mais entre notre première rencontre et le moment où on s'est mis en couple, il s'est passé 10 ans. Et elle m'a dit, pendant 10 ans, il y a eu deux personnes, et deux personnes, elle a eu une histoire de 3 mois, une histoire Hmm. de quelques semaines, en fait. Non, Elle me mais dit, les même personnes... son histoire Ah, mais même son familiale, son histoire à elle? histoire d'enfant, enfin son histoire à elle. Non, non, Non. non, non. Et quel âge avait-elle quand vous l'avez rencontrée La première fois qu'on s'est rencontrés, ma 34, ma 10, elle avait 24. et vous ne connaissiez pas sa famille, ses parents? Si, plus ou moins, mais c'était des gens qui m'acceptaient pas. Donc à partir de ce moment-là, Vous saviez pourquoi? je pense qu'il y avait de la rancœur, il y avait des tas de choses comme ça. C'était peut-être pas moi non plus qu'ils avaient désiré, hein. Vous savez, Et elle, quel c'est une lien famille en fait d'origine étrangère. Hmm. Donc, Mais quelle relation elle avait-elle avec ses parents? je me souviens d'une histoire lorsqu'elle a commencé à travailler, parce elle est professeure des écoles. Ah bon, Lorsqu'elle a eu son... dites-moi, c'est Bah oui, mais inquiétant. bon, on choisit son métier, hein. Pourquoi Je l'ai pas dites-vous choisi. ça? Je l'ai pas choisi pour son métier, je l'ai choisi, enfin, Non, non, mais quand je l'ai... c'est inquiétant vu la façon dont vous parlez d'elle, vu ce double visage qu'elle offre. Bah oui, mais bon, C'est inquiétant qu'elle s'occupe d'enfants. Bah oui, mais c'est pas le visage qu'elle montre aux autres, en fait. Je me souviens d'une Oui, histoire. justement, mais dans Voilà. l'intimité de sa classe, ça peut être problématique. Vous savez, Parce qu'il y a, vous semblez dire, il y a beaucoup de sadisme chez elle. Donc, s'occuper d'enfants, ils ont quel âge les enfants dont elle s'occupe? c'est le collège, donc... Ah, c'est le collège, d'accord. Ce ne Oui, sont pas des c'est le collège. petits-enfants. Oui, j'avais Non, peur non. que ce soit des... Oui, vous dites professeurs, oui, d'accord. Non, 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 j'avais non, cru... professeur des oui, oui. écoles. Oui, Mais donc je ce me sont des souviens, enfants voilà, quand même qui peuvent réagir. je me souviens que, enfin, les liens qu'elle avait avec ses parents sont des liens qui sont très forts parce qu'ils sont très famille. Mais en fait, c'est des liens qui restent très superficiels. C'est toujours des liens toujours à double... On montre quelque chose de la famille, mais en fait, ça se passe totalement différemment lorsqu'on est à l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez ses parents. Le comportement qu'ils ont lorsqu'ils sont ensemble est totalement différent du comportement qu'ils ont avec des amis. Ça veut dire que, en fait, une histoire, ça veut dire que lorsque elle est partie pour habiter chez elle, enfin bien avant que notre couple se forme, elle avait une petite chatte qu'elle avait lorsqu'elle faisait ses études, et sa mère lui a dit, voilà, si tu pars, la chatte elle reste là. Donc tu fais ton choix, soit tu restes ici, soit si tu pars, la petite chatte que tu as, elle reste ici avec nous. Et en fait, elle est quand même partie, elle a laissé la chatte à ses parents. Et lorsque moi j'ai voulu la quitter en 2006, elle m'a fait la même réflexion. Si tu pars, tu verras jamais ta fille. En fin de compte, Oui, c'est le parce même qu'en topo. même temps, elle vous humiliait, elle vous disait que vous étiez un moins que rien, Voilà, elle mais vous en même maltraitait, temps, mais elle voulait que vous restiez, oui, évidemment. c'était un Oui, oui, message il y d'un a, côté et un autre message de l'autre côté, quoi, je elle veux avait dire. besoin d'exercer son sadisme sur vous. Voilà, et c'est vrai que lorsque j'ai fait mon premier renseignement judiciaire, la gendarme qui m'a reçu à l'époque m'avait dit, ils appellent ça la lune de miel, je crois. Parce que je lui disais, enfin moi, il y avait des périodes où je me disais, ça y est, elle a compris. Où il y avait des périodes on va dire, d'accalmie. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tempête, il y avait plus de... C'était comme si c'était quelqu'un de neuf qui arrivait un matin, quoi, je veux dire. Et en fait, c'était mieux se reposer pour mieux réattaquer ensuite. Et, Mais quand vous dites, parce que ça fait très délirant, quand vous dites qu'elle vous laissait sans fusible, enfin qu'elle partait avec les casseroles. Bon, des fusibles encore c'est petit, on peut les glisser, mais partir avec des casseroles, enfin tout ça, c'était dans son ça fait coffre. très délirant. Ouais, mais oui, mais tout ça, c'était dans le coffre, elle emmenait tout. Ça veut dire que même moi, mes propres casseroles, je n'avais pas le droit de toucher. Mais elle les ramenait le soir? Bien sûr, oui. Elle partait le matin à 7h30, et donc moi j'attendais souvent qu'elle parte pour me lever, même si j'étais réveillé bien avant.
Et elle chargeait dans son coffre les casseroles, les poêles. Alors c'était essentiellement les casseroles et les poêles. Elle enlevait tous les fusibles et puis elle me laissait rien. Enfin, il restait un fusible, c'était celui du frigo. Mais ce qui est fou, c'est bon. Aujourd'hui, vous en riez, mais comment vous J'en rigolais pas à l'époque en fait. Mais oui, mais c'est ça. Comment, dans quel état vous étiez-vous pour subir qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a provoqué finalement le déclic? Oui, le déclic pour dire à un moment. Si vous préférez, en 2008, j'ai voulu en supporter. finir en fait. Il y a eu un soir où, mais c'était que des mots, que des attaques verbales et même des attaques silencieuses en fait, parce que rien que par le regard on peut dénigrer quelqu'un, on peut l'isoler simplement par un regard, ne pas lui répondre, faire semblant qu'il n'existe pas. Et je me souviens d'un soir où c'était au mois de mai 2008, où j'étais tellement mal que elle m'avait battu avec ses mots, avec tout ce qui lui permettait de me défendre, parce qu'elle me connaissait. Donc est-ce qu'elle vous battait physiquement? Non. Par contre, c'est vrai que j'ai eu peur à plus d'une reprise quand même, malgré tout. Donc un soir, oui. Parce qu'on vit dans la peur en fait. Oui. On vit dans la peur en permanence. La maison, que ce soit la maison ou la voiture ou des lieux où on se retrouve qu'à deux, c'est rempli de mines qui sont invisibles parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a un coup qui peut arriver, quoi. Et c'est vrai que ce soir-là, j'avais décidé d'en finir avec la vie. Et je me suis vu descendre au garage, prendre une corde et me dire voilà, je vais en finir. Et puis à un moment donné, j'ai eu un instant de lucidité en me disant c'est pas possible, je peux pas faire ça, la vie elle est trop importante. Et j'ai ma fille. Et c'est vrai que là, alors j'ai téléphoné à une amie à qui j'en ai parlé, et j'ai pris la résolution de partir. Donc un mois plus tard, je suis reparti en Picardie, avec l'espérance de reprendre mon poste immédiatement et tout, etc., etc. Et puis il s'est passé un mois. Et au bout d'un mois, je me suis dit parce que je pensais sans cesse à ma fille, et je me disais que je pouvais pas laisser mon enfant dans ces conditions-là, parce que même elle la maltraitait. Ça veut dire que plus d'une fois, lorsque j'étais présent, lorsque ma fille voulait pas manger, elle lui tenait la tête avec sa main gauche, et avec la main droite, elle lui mettait en fin de compte le repas dans la bouche de force. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a sauvé un petit peu, c'est le fait d'écrire au jour le jour ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai que j'ai écrit au jour le jour, mais c'est vrai que on vit plus. On est en permanence sur une corde raide, en essayant de se rattraper à quelque chose qui disparaît sous nos doigts en fait. Et aujourd'hui, donc vous êtes séparés d'elle, et votre petite fille, elle est où? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un premier renseignement judiciaire que j'ai fait enlever au bout d'une semaine parce que j'avais le trouillomètre à zéro en fait. Un signalement, vous voulez dire? Oui, un signalement. Oui. J'avais peur de sa réaction, j'avais peur de ce qui pourrait arriver. Et puis un mois plus tard, lorsque vraiment j'avais plus accès à l'eau, j'avais plus accès à rien de tout ça. Et puis comme elle travaillait que 3 jours par semaine, le reste du temps, il fallait que je me débrouille comme je pouvais, parce que même quand elle était là, j'avais pas le droit de manger, j'avais pas le droit de ceci, j'avais pas le droit de cela. Et ma fille voyait tout ça en fait. Et là, j'ai porté plainte. La gendarmerie m'a dit, de toute façon, on va la convoquer. J'ai flippé comme c'est pas possible. Et puis, le jour où elle a été convoquée, 3 jours plus tard, elle disparaissait avec notre enfant. Mais elle laissait son métier alors? Non, elle était partie habiter chez une copine et elle avait confié notre fille, notre enfant, à ses parents, à elle, qui habitait à 500 km. Mais j'avais pas de nouvelles, je savais rien du tout. Moi, un soir, je suis rentré parce que je cherchais un emploi. Un soir, je suis rentré et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus le lit de ma fille, elle avait tout emmené. Elle avait pas accepté que je porte plainte et puis. Oui. Et puis, donc, c'est la gendarmerie qui m'a contacté pour me dire où se trouvait mon enfant. Oui. J'ai réussi à revoir ma fille au bout de 3 mois par une décision du juge des affaires familiales. D'accord. Qui m'a autorisé dans un premier temps un week-end sur 2 et la moitié des vacances. À cette époque, elle a fait jouer par l'intermédiaire de son avocate que j'étais dépressif et tout, etc. Mais bon, c'est clair que dans une situation comme ça, oui, on peut. Mais bon, ils n'entendent pas forcément. Mais est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez fait un signalement auprès du juge des enfants, si vous pensez que, étant donné sa personnalité, votre fille peut vivre une situation très problématique pour elle? En fait, mon enfant ça fait déjà quelques mois qu'elle s'auto-punit. Elle a quel âge maintenant, votre petite fille? Elle a 3 ans et 3 mois.
Elle s'auto-punit de quelle façon? Si vous préférez, moi, il y a pas longtemps, c'était au mois de décembre, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle, au moment elle avait fait pipi sur elle alors que je venais juste de l'habiller. Oui. Et je lui ai dit, c'est pas grave, je vais te changer. Et elle a mis sa main gauche sur sa joue, et avec sa main droite, elle s'est tapée. Et je suis resté dépourvu. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, ma puce, quoi? Je veux dire, mais... Et elle me regardait, elle me dit, pardon, papa. Mais je t'ai rien fait de mal, mon cœur. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a eu des tas de situations qui m'ont... où je savais plus quoi faire. Ça lui arrive souvent, comme ça, de faire pipi sur elle, comme ça, enfin... Non, c'est pas fréquent, mais... Enfin, oui, elle se... Mais ce comportement-là, il est pas normal. Enfin, pour moi, il est pas normal, quoi, je veux dire. Non. Et donc, pour terminer, si vous préférez, lorsque c'est passé au juge des affaires familiales, mon ex-concubine à l'époque a demandé une expertise psychologique me concernant. Le juge des affaires familiales, lui, a ordonné que ce soit pour les deux parents. Il a bien fait. Oui, il s'est trouvé que moi... elle a été prise à son propre jeu. En fait, voilà, le docteur en psychologie qui a fait l'analyse a révélé que je manquais d'ego. C'est pas mal. Oui, bon, c'est pas dramatique. Hein. C'est pas dramatique. Non. Et par contre, il l'a déclaré comme étant... comme fonctionnant dans l'emprise hystéro-obsessionnelle, avec toute la capacité de savoir ce que elle mettait, enfin, c'est-à-dire que ce qu'elle faisait aux autres, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Oui, tout à fait. Qu'elle voulait fonctionner dans l'emprise toute puissante. Oui, dans le contrôle et dans la... Oui. Mais, donc ça, c'est problématique, hein, ça. Hein, ça, c'est problématique, mais j'ai comme l'impression que, voilà, depuis qu'ils ont... Moi, quand mon avocate a eu ce rapport... C'est beaucoup plus problématique le compte-rendu qui a été fait sur sa personnalité que le vôtre, parce que manquer d'ego, ça explique beaucoup de choses, d'ailleurs, dans la relation d'emprise qu'elle a instaurée sur vous et dans votre incapacité à pouvoir réagir. Mais justement, au vu de ça, est-ce que vous ne pourriez pas faire un signalement au juge des enfants? Qu'en pense votre avocat? Est-ce que, parce que vous êtes inquiet pour votre petite fille? Voilà, mais je crois que mon avocate, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, et je crois que c'est, si vous préférez, c'est comme si c'était un dossier qui était une bombe. Ça veut dire que pourquoi? Que ce soit, c'est comme ça que je le perçois. Non, mais est-ce que vous seriez prêt éventuellement à demander la garde de votre petite fille? Ah oui, moi je sais. Alors, si vous préférez, moi ça fait des mois que je demande la garde alternée, parce que j'ai envie de pouvoir m'occuper de mon enfant, de pouvoir l'accompagner. Une garde alternée, vous? Je souhaite pas. Je suis pas si excessif que ça l'est, en fait. Non, mais attendez, il y a deux choses. Soit vous estimez que il peut y avoir vraiment quelque chose d'inquiétant. La maltraitance, elle n'est pas que physique, hein, pour un enfant. Hein. Mais vous savez, Caroline... Il y a des choses dans la construction de la personnalité de l'enfant qui sont extrêmement problématiques, voire dangereux, et qui ne relèvent pas seulement des coups. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me fait peur pour mon enfant, parce que je me dis, je n'ai pas non plus envie que mon enfant soit placé dans une famille d'accueil, parce qu'on ne sait jamais, après une fois que tout. Mais pourquoi pensez-vous ça? Parce que vous manquez d'ego, vous pensez qu'on va la placer dans une famille d'accueil, mais on n'en trouverait pas assez de familles d'accueil. Hein. Ouais. Mais vous savez, c'est le docteur en psychologie qui a réussi à... Parce que lorsque j'ai porté plainte, le procureur de la République n'a pas pu poursuivre parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Parce que la maltraitance psychologique... non, mais ça, je suis d'accord, elle est pas... c'est très compliqué, ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est le docteur en psychologie qui a prouvé par son compte-rendu qu'elle fonctionnait dans ce système-là. Maintenant, je me dis que moi, il a fallu que j'attende 5 mois pour que quelqu'un d'autre, sans que moi je l'ai voulu en plus, reconnaissent cette perversité chez mon ex-concubine. Moi, ce que je vous dis, c'est une piste par rapport, si vous voulez, un signalement. Après, c'est pas vous qui menez l'enquête. Un signalement, ça veut pas dire... Je comprends que votre plainte, il y a deux choses. J'ai peur pour mon enfant, en fait. Vous avez peur de quoi? J'ai peur que, je veux dire, c'est une enfant de 3 ans. Oui, justement. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur qu'elle soit confrontée à des psychologues, à des psychiatres. Vous savez... Mais pas forcément. Un signalement, c'est pas vous qui menez l'enquête. Un signalement fait qu'il y aurait une enquête sociale. Et c'est surtout, si vous voulez, c'est surtout
ce qui se passerait, c'est vous qui seriez entendu, c'est sa mère. Ça veut dire qu'il y a une assistante sociale qui vient à la maison voir un peu ce qui se passe. C'est vrai que votre petite fille peut être vue par un psychologue, mais c'est surtout les parents qui sont entendus à ce niveau-là. Mais vous savez, quand je me suis rendu compte qu'elle était... Enfin, vous savez, les gens qui ont ce double visage-là... Oui, enfin, double visage, néanmoins, vous voyez bien que l'expert, lui, elle l'a pas dupé, hein. Oui, ça c'est vrai. Donc, alors ça veut pas dire que, les experts peuvent se tromper. On en a des cas... Encore récemment, et les experts, ce sont loin d'être infaillibles. En même temps, là, pour ce que vous nous dites de la personnalité de votre femme, il a distingué des traits de personnalité. Et c'est ce que vous dites. Moi, je me fie à ce que vous dites. Oui. Si vous vous inquiétez pour votre petite fille, ça mérite peut-être un signalement pour cet enfant, au vu de ce que vous avez observé. Vous m'avez dit maintenant, c'est vous qui le dites, que vous dites qu'elle était maltraitante à l'égard de la petite aussi. Alors, là, il en va de votre responsabilité de père. Si vous estimez qu'il y avait de la violence qui s'exerçait à l'égard de l'enfant, ça, des travailleurs sociaux peuvent l'observer. C'est-à-dire qu'autant la violence morale au sein du couple est très compliqué, et je comprends que votre plainte, je comprends, ça ne veut pas dire que je l'admets, mais qu'il n'y ait pas eu de suite pénale, parce que c'est vrai que elle est très difficile, il n'y a pas de... C'est très difficile de mettre en avant. La justice en France repose sur des preuves. Donc la violence psychologique, il n'y a pas de preuves, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc que votre plainte n'ait pas abouti, c'est malheureusement pas très surprenant. En revanche, la violence psychologique, une forme de violence morale sur des enfants, des personnes habilitées et les personnes qui réalisent des enquêtes pour les juges des enfants ont malheureusement l'habitude de ce type de situation, et on sait que pour la construction psychique d'un enfant, c'est autant préjudiciable que les coups. Alors ça ne veut pas dire qu'on retirerait l'enfant, mais qu'il y aurait peut-être un aménagement, une mesure d'action éducative en milieu ouvert, la présence d'un éducateur, qu'il y aurait des aménagements faits, peut-être, éventuellement. C'est pas vous qui mèneriez l'enquête, c'est qu'il y aurait quelque chose de mis en place autour de votre petite fille. Et si... Étant donné ça ne veut pas dire que parce que vous avez vécu cette violence, que votre petite fille en fait les frais aussi. Vous me dites, moi j'ai vu aussi que ma petite fille était victime de cette violence. Si vous dites ça et que vous n'agissez pas, vous êtes aussi complice de ça. Voilà, ce qui me maintient dans le non-agissement, même si d'un autre côté j'agis, j'agis d'une autre façon. C'est j'ai peur que ma fille soit placée. Et mais je vois pas pourquoi vous pensez ça. Vous savez, je reste dans la peur en fait. Mais oui, vous restez dans la peur. Mais Thierry, je vais vous dire une chose, les enfants ne sont pas placés comme ça. Il y a même des enfants qui sont maltraités dans leur famille, ô combien qui ne sont pas placés. J'irai malheureusement. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Parce que il y a encore... selon des magistrats, et pas que des magistrats, des travailleurs sociaux qui fonctionnent selon les sacro-saints principes des liens du sang, et qui veulent à tout prix, il n'y a rien de mieux que les liens du sang. Et plutôt que de retirer l'enfant, on préfère essayer de travailler sur un lien qui parfois n'existe pas. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Donc, les enfants ne sont pas placés comme ça, d'abord parce que il y a souvent des fautes de place. Donc c'est toujours la hantise. Mais sous prétexte que vous avez peur qu'elle soit placée, ne pas agir est quand même grave. Et ça ne veut pas dire qu'elle serait placée. Le juge pour enfants, il peut aussi... D'abord, il y a une enquête. Ça se trouve, cette enquête ne révélerait rien. C'est peut-être votre peur aussi, vos projections, qui fait que vous avez peur pour votre petite fille. Et au fond, elle peut être très violente parce qu'elle a des comptes à régler avec les hommes, mais pas forcément avec votre fille. Donc c'est peut-être votre peur qui fait que vous projetez beaucoup de choses aussi sur votre enfant.
Donc l'enquête révélerait que c'est moins grave que ce que vous ne pensez, et dans ce cas-là, tant mieux. Ou il pourrait y avoir peut-être la présence d'un éducateur à la maison, où on pourrait conseiller à la mère et à l'enfant peut-être un suivi, voyez. Mais ou alors on dirait il vaut mieux que ça soit vous qui ayez la garde de votre petite fille. Enfin, il y a plein de solutions avant un placement de l'enfant, parce que le placement de l'enfant, bien sûr que c'est la situation la plus radicale. Mais vous savez, en fait, je crois que c'est... maintenant, ça fait 5 ans que je vis dans la peur. Même si je suis sorti de cette histoire, vous savez, il a fallu que j'ai retrouvé un emploi, on va dire, 1 mois plus tard. Donc, ce qui montre bien que, après, j'ai réussi à de nouveau avancer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie que j'essaye simplement d'avoir un peu plus de temps avec ma fille. Maintenant, je crois que la notion de peur, cette emprise, même si on n'est plus ensemble, elle continue malgré tout. Mais est-ce que vous êtes aidé, vous ? Est-ce que vous êtes en thérapie ? Non, j'ai arrêté la thérapie. Oui, mais ça... si vous préférez, j'ai des contacts réguliers avec des psychologues et d'autres personnes à qui j'en parle. Je commence à en parler aussi. J'ai commencé aussi à raconter mon histoire dans les médias, que ce soit les médias régionaux. Ah non, mais attendez, les médias, c'est une chose, Thierry, c'est pas du tout ce qui pourra vous aider sur un plan personnel. Hein. Les médias ne peuvent pas remplacer une thérapie personnelle. Un thérapeute, tout à fait, mais c'est vrai que... Ça, les médias, il faut pas leur prêter une fonction thérapeutique. Hein. Ah, je leur prête pas une fonction thérapeutique. Oui, mais la peur, c'est pas eux qui vont vous libérer de la peur. Hein. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc ne confondez pas tout là. Il y a une certaine confusion. Mais en fait, j'ai peur de perdre mon enfant dans le sens. Bon, alors travaillez un peu. Vous reprenez une thérapie parce qu'après avoir vécu une telle relation, c'est quand même important que vous travaillez sur vous-même pour vous libérer de cette peur. Et puis, il me paraît important quand même que vous agissiez pour votre petite fille, parce que là, votre peur, elle est irrationnelle. Je vais vous lire pour conclure votre peur de perdre l'enfant, hein, de perdre votre petite fille, j'entends. Elle est irrationnelle. Je vais vous lire quelques messages pour conclure. Florence nous envoie un courriel pour dire « Je pense que vous devriez agir pour votre enfant. J'ai vécu des violences surtout verbales. J'ai quitté mon ex-mari et j'ai suivi une psychothérapie ainsi que mes fillettes qui vont bien mieux et pour leur avenir, il le fallait. Bon courage et reprenez confiance en vous. » Anita qui dit « Vous avez sauvé votre peau, pensez à votre enfant et faites-en autant pour elle avant qu'elle ne soit traumatisée. » Le subversif qui dit « N'abandonnez pas votre fille à cette femme, son équilibre présent et à venir dépend de votre détermination. » L'écureuil dit « Il y a des associations pour aider les femmes, en existe-t-il pour aider les hommes ?» C'est-à-dire que, après tout, quand on parle de violence conjugale, on sait qu'il y a aussi des hommes qui en sont victimes. Donc, simplement, c'est peut-être difficile pour un homme de pousser la porte. Je le sais, vous savez. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a Feuille d'érable qui dit quand on imagine de quoi est capable la jante humaine, ça donne froid dans le dos. Et puis, voilà un petit peu ce que j'ai pour vous. Mais enfin, des messages qui disent, Inès qui dit, faites un signalement. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est tant mieux. Après tout, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'un signalement, ça n'engage pas. C'est-à-dire vous, au vu de ce que vous avez vécu, vous vous préoccupez de la situation de votre petite fille. Vous pouvez parler de ce qui s'est passé. Vous savez, Caroline, je crois que j'avais surtout, à mon avis, besoin de vous avoir au téléphone pour renforcer cette conviction qu'il faut que je continue. Je veux dire, c'est vrai que je me bats au quotidien. Le jugement vient de nouveau d'être rendu, où j'ai une garde un peu plus d'énergie, mais pas encore une garde alternée. Oui. Mais confondez pas tout, Thierry. Je confonds pas tout, mais... Non, mais quand vous me parlez des médias et de témoigner dans les médias, vous voyez, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que il y a un temps où à un moment, il faut vous recentrer sur vous et sur votre intimité, parce que cette peur dont vous avez besoin de témoigner maintenant, parce que vous avez été dans une prison intérieure, mais c'est aussi dans un espace intime que vous allez vous libérer de votre peur, pas seulement en parlant dans les médias. Vraiment. Je suis tout à fait bon courage à vous en tout cas, et je pense réfléchissez à ce qu'on s'est dit. Bon courage Thierry. Au revoir. Au revoir. Toutes vos
confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, bonsoir Anna. Bonsoir. 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 Je vous remercie infiniment de prendre mon appel. J'ai un petit peu d'émotion. J'appelle peut-être juste pour pouvoir discuter un petit peu avec vous d'une situation. En fait, j'ai rompu avec la personne avec qui j'étais depuis quelques mois, depuis à peu près 8 mois. Suite en fait à un événement, parce que c'était tellement difficile. C'est quelqu'un qui est pas tellement disponible, que ce soit affectivement parlant et professionnellement parlant, parce qu'il est pris en fait à tous les niveaux. Et il n'est pas libre. Oui, c'est ça, il n'est pas libre. Oui. Il n'est pas libre, mais apparemment il n'est pas très heureux dans sa vie de couple. Oui. Et disons qu'à tous les deux, on a tissé quelque chose. Moi, je suis totalement disponible, je n'ai pas d'enfant, des sentiments très forts. Et disons qu'il y a eu des choses qu'il n'a pas pu tenir, des mots qu'il a un peu avancés, que ce soit des rendez-vous, que ce soit des projets, carrément des projets, qui ont fait que, donc le fait qu'il n'ait pas pu tenir ça, parce que c'est difficile du coup d'avoir un petit peu que les petits moments qu'il pouvait donner. Parce que c'était moi, j'ai pas tellement pu absorber ça, et il y a pas très longtemps, j'ai un peu pris des médocs que j'avais à la maison et j'ai fini aux urgences, voilà. Donc en fait, ça m'a un peu sonné et tout de suite après, j'ai décidé d'arrêter, parce que raisonnablement, un lien d'amour qui fait souffrir comme ça, ça calme. Et du coup, on s'est revus depuis, en se rendant un peu nos affaires, parce qu'il avait laissé des trucs chez moi, et en se disant que ça s'arrêtait, mais que ce n'était pas fini, et que c'était plus une espèce de pause pour avoir chacun un espace d'élaboration, et lui notamment, éventuellement. Je dis éventuellement parce qu'il en avait déjà beaucoup parlé, donc je ne sais pas s'il le fera, mais en tout cas éventuellement engager un travail. Voilà. Et disons que moi, je suis quelqu'un d'assez radical, c'est-à-dire que quand j'ai pris la décision dans la vie de rompre, parce que c'est toujours moi qui suis partie des histoires plus ou moins longues que j'ai pu avoir, c'était fini, quoi. Oui. Et et donc il y a un processus de deuil, etc. qui se met en place. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est douloureux, mais les pauses sont toujours difficiles à vivre. Hein. L'attente, c'est épuisant. Hein. L'incertitude est très angoissante. Parce que quand vous dites il pourrait réfléchir, se rendre disponible, qu'il aurait un travail sur lui-même à faire, qui le dit ? C'est lui. Bah oui, mais vous étiez ensemble depuis combien de temps ? 9 mois exactement. Ah, 9 mois, oui. Oui. Oui, mais ça peut être long un travail. Oui, surtout quand il y a une vie de 30 ans de vie de couple derrière. Oui, en effet. Voilà. Il est plus âgé que vous ? Oui, il a une dizaine d'années de plus que moi. Vous avez quel âge, vous, Anna ? Moi, j'ai 35 ans. Oui. Vous me dites que vous n'avez pas d'enfant, vous en souhaitez ? Non, pas nécessairement. Non, souhaitez pas. D'accord. Bon. Pas forcément. D'accord. J'ai pas de pression par rapport à ça. C'est pas. Mais c'est vous qui avez souhaité faire cette pause, comme vous dites ? Moi, quand j'ai avancé que ça s'arrêtait parce qu'il y avait des événements qui faisaient que, je dis raisonnablement, on reprend ses billes, quoi. Oui. Moi, je pensais partir sur un arrêt, pas une suspension, arrêt. Quoi. C'est lui qui parle plutôt donc de pause, parce qu'il ne veut pas vous perdre. Oui,
Et disons que moi, c'est la première fois aussi où je ne veux pas le perdre. Et on s'est dit que de toute façon, notre lien, etc., etc. Mais oui, ce qu'on se dit toujours quand ça ne s'arrête pas parce qu'il n'y a plus de sentiments, mais parce que c'est un contexte qui fait que l'histoire d'amour ne peut être vécue pleinement. Oui, C'est toujours plus douloureux. oui, Mais en même temps, il ne prend pas de décision en ce sens pour que les choses puissent être vécues. Il reste entre deux, hein, entre deux histoires. il reste beaucoup dans les mots. En fait, c'est peut-être ça aussi qui a précipité tout Eh ça. oui, Parce que moi, c'est j'ai ça. pas cessé de me Mais il n'a que les mots pour déplacer. vous retenir finalement. Oui, Il ne peut pas vous. C'est souvent le propre de ces histoires, où l'un n'est pas libre, hein, oui, puisqu'il ne peut pas vous offrir de temps. oui, Il n'en a pas. oui, Donc il ne peut vous retenir que par qu'en vous faisant espérer, Oui. voilà. Mais bon, alors lui, évidemment, il a tout intérêt à vous garder. oui, mais comment c'est possible que parce que j'entends bien que il ne s'agit pas de balayer Non, toute une vie derrière soi, c'est pas de cet ordre-là, mais alors comment c'est possible de, par exemple, de vivre un amour, parce que ça, je crois que c'est ce qu'on a vécu, et de s'en tenir à ça, je veux dire, d'être malheureux, ou en tout cas peut-être pas tout à fait au bon endroit de sa vie par ailleurs, et parce que c'est difficile de changer, Anna. disons qu'il faut mettre le pied à l'étrier et s'en donner les moyens. C'est pas un truc qui tombe tout cuit, quoi. Mais c'est très difficile de changer, oui, bien sûr. Donc, effectivement, il est certainement sincère quand il vous dit qu'il n'est pas très heureux dans ce qu'il vit Oui, au sein de son couple, mais néanmoins pas prêt à changer. Il y a beaucoup de gens comme ça, vous savez. Changer demande beaucoup d'énergie, demande un certain courage aussi. oui, Et c'est changer, ne serait-ce que regarder quand on change nos habitudes, comme on est perdu. oui. Donc là, c'est tous ces repères, tout ce qui va avec, au-delà de ce qu'il vit avec cette femme. C'est aussi tout son cadre de vie, tous les réseaux qu'il a créés, tous les réseaux amicaux, tout. Donc bon, C'est son lieu, quoi. c'est tout. Donc changer est très compliqué. Et puis bon, ça ne fait que 9 mois qu'il vous connaît aussi, hein. Oui, disons qu'on se connaissait d'avant, de par le travail, pendant assez longtemps, quoi. Je veux dire, on s'est tourné autour pendant des années. Et puis, moi, je me suis retrouvée disponible. Et voilà, moi, j'ai tenté quelque chose et ça a marché. Vous avez tenté. Maintenant, vous verrez bien, Anna. Peut-être que soit il va la peur de vous perdre totalement va peut-être faire réagir cet homme. Oui, Et sinon, même s'il est malheureux de cette Oui. situation, de cette pause entre guillemets, eh bien, malgré tout en étant malheureux, il ne changera pas. C'est Oui. une possibilité aussi. Oui. Il faut que vous envisagiez cela, hein. oui. Et j'ai intérêt à me protéger de ça parce qu'il Ah ne oui. s'agit pas non plus de ralentir le processus de séparation ultime. Enfin, voilà, je crois Oui. que c'est... la Vous, pause, je crois qu'il faut que vous restiez dans l'idée que vous aviez au départ, hein, c'est-à-dire que cette relation s'arrête. Ouais. Faut que Et je me qu'après cramponne tout, à vous ça. pouvez avoir une bonne surprise, Oui, mais que bon, ça peut aussi ne pas être le cas. oui. Oui, il faut se cramponner à ça. Enfin, j'ai des amis Oui. qui sont là pour me le redire, quoi. Oui, oui.
Ce qui n'enlève rien à ce que vous avez vécu. Effectivement, à ce qu'il a éprouvé pour vous, certainement de très fort. Mais de là à tout bouleverser, peut-être pas. Donc il faut vous protéger et en tout cas ne pas respecter ce principe de, vous dites, une pause, c'est-à-dire parce que si ce qui pourrait le faire bouger, c'est le sentiment qu'il va vous perdre. Donc s'il peut vous avoir en ligne, si vous pouvez vous parler, vous voir, c'est à rien. l'identique. Exactement, c'est comme s'il n'y avait pas séparation. Oui, c'est ça. Il faut que je marque ça, moi, parce que c'est sûr que les textos, etc., moi, je me suis autorisé des trucs en me disant que j'étais pas raccord par rapport à mon protocole, quoi. Mais oui, marquer la suspension réellement, ce qui peut aussi, de son côté, le connaissant, comment dire, si moi je réponds plus, parce que moi j'ai toujours été présente dans cette histoire. Toujours, mais vous avez fait un choix qui est difficile, qui est douloureux, mais comme dit le subversif, qui est finalement le choix de la raison aux dépens du cœur. Qui vous fait quitter votre amour, c'est le signe d'une mère, une maturité affective qui mérite d'aimer, et il dit vous faites le bon choix. C'est très douloureux, c'est vrai que c'est le choix de la raison. Mais ça témoigne d'une maturité affective, c'est-à-dire pas vous enfermer dans une situation qui, de toute façon, commence à vous faire souffrir, parce qu'il n'y a pas vous n'entrevoyez rien de viable dans telle qu'elle est cette histoire. Donc rien qui pourrait le faire changer finalement. Et comme dit Inès, il devrait vous laisser tranquille là. Pourquoi seriez-vous Pénélope? Il y a d'autres hommes qui pourront vous donner plus. Donc de deux choses l'une, soit il va se rendre compte que il peut vous perdre et que ça peut le faire bouger, soit tout en étant malheureux, il ne bougera pas. Et vous, il faudra poursuivre votre route. Vraiment. Donc de toute façon, il n'y a pas à regretter le choix que vous avez fait, Anna. Puisque vous n'étiez plus bien dans cette histoire. Vraiment. Hein, c'est devenu dangereux. Enfin, je veux dire, quand pour vous, on vacille à ce point, bon, même si je suis pas un modèle d'équilibre, je veux dire, là, ça a vraiment atteint des sommets, quoi. Donc, au bout d'un moment, enfin, moi, l'amour, j'ai une autre idée, même si c'est compliqué. Je veux dire, c'est pas, je crois en d'autres Mais choses. on ne doit pas tout accepter par amour, et en tout cas pas d'y perdre son équilibre. Je suis d'accord avec vous. Oui, on ne doit pas jamais se perdre de vue. Donc là, moi, je gère, je mets en veilleuse ma petite culpabilité de ne pas répondre, de le laisser un peu tout seul. Oh, attendez, hein. Alors là, oui, vous pouvez la mettre en veilleuse, cette culpabilité-là, parce qu'attendez, lui, quand il n'est pas disponible parce qu'il est avec son épouse, parce qu'il est, attendez, vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Donc, il n'y a aucune raison de vous sentir coupable parce que vous ne répondez pas. Vous lui avez dit pourquoi vous ne répondez pas. C'est pas vous faites pas un caprice là tout d'un coup, vous ne jouez pas avec ses sentiments. Vous lui avez très clairement dit pourquoi. Vous lui avez dit que vous vous éloignez et pour quelle raison vous vous éloignez. Donc il y a vraiment, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit vis-à-vis de cet homme. Non, franchement. Non, là c'est vous qui comptez, Anna, dans l'histoire là, vraiment. Exactement. Mais j'ai pensé beaucoup entre mon amour pour lui et moi. J'ai dû choisir parce que vraiment c'est pas rien ce qui s'est passé, même si c'était pas mais bien, ce n'est pas rien, c'est-à-dire que bien sûr que ça évidemment ça n'enlève rien à l'intensité de ce que vous avez vécu. On est bien d'accord, mais à un moment si c'est pour maintenant être dans quelque chose qui vous rend malheureuse et qui vous fait vaciller, comme vous dites, ou pathogène, quoi, un truc il faut savoir arrêter. Vous avez raison. Vous avez raison, oui. Et c'est un signe de maturité, je suis d'accord avec le subversif. Donc prenez soin de vous. D'accord, ok. D'accord. Bon courage, Anna. Oui, je vous remercie infiniment. Et puis merci à ceux qui ont réagi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.
Nous sommes le 23 avril et je vois que certains d'entre vous ont pensé à souhaiter une bonne fête à Georges. Je reçois un petit message de Sergio au 7 21 21 code de nuit qui dit « Eh oui, minuit est passé, nous sommes donc le 23 et je veux du fond du cœur souhaiter une bonne fête à notre légendaire papy Bougon Georges. » Tant aimé, et oui, bonne fête à tous les Georges. Il est pas là ce soir. Il a dû aller fêter ça avec quelques compères. Coco y avait pensé, elle nous avait envoyé un petit message en tout début d'émission. Et voyez, vous avez des pensées toutes plus affectueuses les unes que les autres. Il est même pas là pour vous entendre. Bon, je pense que quelqu'un lui racontera, lui transmettra. Lui dira que vous avez pensé à lui. Moi, j'ai une pensée pour Boris qui a appelé le 3921. Boris a 14 ans. Il est à l'écoute. Il doit profiter du fait que ce sont les vacances. Et voilà, il écoute l'émission et je l'embrasse bien fort. Des courriels aussi qui arrivent pour Anna qui a pris la décision de rompre avec un homme donc il n'était pas libre puisqu'il était marié. Florence dit la remise en question est difficile, il faut de la force de caractère, ça fait peur, tout le monde n'en est pas capable. Bon courage à vous. Nicole, elle a appelé le 3921 pour dire quand on s'engage dans une relation, il faut en assumer les conséquences. Cet homme est marié. Donc Anna ne doit pas en attendre autre chose. Et Nicole dit, je ne comprends pas ces jeunes personnes qui veulent construire sur des ruines. Elle sera toujours la femme de l'ombre. Elle ferait mieux de se trouver un homme libre. Et puis il y a Frédéric qui revient sur le témoignage de Bernadette. Bernadette hier avait perdu son mari depuis 3 mois et son mari avait contracté des dettes. Et il avait fait des faux en écriture, des dettes auprès d'organismes de crédit. Et Frédéric dit, ce n'est pas parce que son mari que c'est son mari qui a fait le faux que l'officine de crédit n'est pas responsable. Je connais 2 cas de faux en écriture qui se sont très bien terminés. L'un où il a suffi de dire que l'épouse du monsieur allait porter plainte. L'autre qui s'est fini au tribunal et le plaignant a gagné. Il y a eu une expertise graphologique. Je pense que c'est utile que les auditeurs le sachent, nous dit Frédéric. Ben voilà, c'est dit. Et puis Nejoud se joint à Coco et à Sergio pour souhaiter une bonne fête à notre Georges chéri. Ah, j'en profite pour dire que hier, j'avais oublié de le dire, on a eu un souci avec les SMS, ça arrive parfois, ils sont arrivés tous, pas tous, mais une grande partie après l'émission, dont beaucoup de vous, ma chère Nejoud, et donc ne vous étonnez pas si j'ai pas pu en lire, je n'ai pas pu les lire parce que... Ils étaient tous d'1h20, j'avais 1h20 comme date et ils sont arrivés, l'émission était terminée. J'en avais beaucoup de vous, notamment Nejoud. Voilà, bon, ça peut arriver, qu'il y ait des problèmes comme ça dans les transmissions. On accueille maintenant Liliane, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Liliane. Oui, merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Oui, en fait, lorsque je vous ai appelé, mon désir c'était de parler du handicap et m'étant séparée de mon conjoint après 24 ans de mariage et 25 ans de vie commune, oui. Je m'étais posé la question toute bête suite parce que j'écris énormément, j'aime beaucoup le courrier, surtout le support papier. Et on me souhaitait une bonne année ou un bon anniversaire qui avait suivi et de refaire ma vie. Et je m'étais dit, avec le handicap de ma fille aînée, qui est très lourd, qui est physique et mental, je ne me permettrais pas et je m'interdirais de reconstruire ma vie avec quelqu'un qui... grosso modo, n'aurait jamais connu ça, quoi. Mais dans l'émission de ce jour-là, justement, vous avez pu aborder le sujet avec un auditeur, une auditrice, oui. Et vous m'avez apporté certaines réponses.
Il faut savoir comment le dire, comment le présenter. Oui, je me souviens de cette dame qui disait, à un moment, elle a dit, mais qui voudrait, elle n'était pas bien dans une relation, Voilà. puisqu'elle voyait ce monsieur qu'une fois par semaine, mais à un moment, elle dit, mais qui voudra de moi? Et c'est à ce moment-là qu'elle a parlé de sa fille handicapée. C'est à ce témoignage-là que vous faites référence, Voilà, Liliane? tout à fait. D'accord. Et finalement, je me dis oui, finalement, quelqu'un d'intelligent, surtout que ma fille était comme la fille de cette dame dans une structure bien encadrée. Elle a très, quel très... âge, votre fille? Elle a 25 ans? 22 ans. 22 ans, 22 oui. ans. Mhm. Oui. Et là, actuellement, là, elle dort, elle est chez moi parce que nous sommes jeudi soir et je devais la prendre que pour ce week-end à partir de demain soir. Mais elle a une lourde prémédication, donc elle dort énormément pour passer la journée à l'hôpital de Rennes demain. D'accord. Mais bon, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins du passé, où il y a encore des choses à éliminer. Bon, on sait que dans le futur, on nous a même dit un âge, mais ça, je n'y crois absolument pas, parce que les professeurs, parfois, faut pas trop être comme ça dans les dates. C'est-à-dire qu'il arrivera quelque chose de, bon, qui sera inéluctable et puis qui sera dramatique, quoi. Hein. On vous a donné un âge? Pardon, oui, 60 ans. Oui, alors ça, c'est effectivement, je suis étonnée, tout comme vous, Oui, parce que comme en plus la médecine ne cesse de progresser, d'avancer, voilà. je pense par exemple aux personnes aux trisomiques où à un moment, effectivement, leur espérance de vie était limitée parce qu'il y avait des problèmes cardiaques et autres, et maintenant, leur espérance de vie s'est allongée puisqu'on sait de mieux en mieux traiter les pathologies qui peuvent découler de tout ça. Donc c'est fou qu'on vous donne surtout 60 ans. Enfin, elle a 22 ans, donc. Je tonnerre pour ça parce que je n'y crois absolument pas et je suis comme vous. La science évolue. Et... Bah oui, surtout qu'elle a 22 ans, donc entre 22 ans et 60 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Heureusement. Bah oui. Ouais, heureusement, parce qu'elle n'a pas de vertèbre cervicale, donc elle marche alors que. Dans la pratique, après l'opération, elle n'aurait jamais dû marcher. Elle aurait dû, parce qu'il fallait tenter le tout pour le tout, parce que c'était un cas désespéré, qu'il n'avait jamais vu en France, qui ne supporte pas de nom, qu'elle aurait été peut-être 2 ans sortie de l'opération, qu'on aurait fait malgré tout pour essayer de l'en sortir le moins mal possible, mais avec les pires conditions de résultat, en vie végétative 2 ans et puis avec une mort certaine, ou dans le meilleur des cas avec un fauteuil roulant. Ils l'ont sorti d'affaires. Donc effectivement, oui. Mais ça a été vraiment des chocs, des séismes. Ça a été des séismes. C'était plusieurs séismes à la fois parce que en même temps, il a fallu évaluer son conscient intellectuel et accepter qu'elle aurait un niveau scolaire. Il fallait la mettre dans une structure adaptée aussi pour ça. Ça pour moi ça a été le plus dur aussi. Ça a été très dur après. Surtout en grandissant, elle mimait énormément ses frères et sœurs et moi-même dans la lecture parce qu'elle était passionnée par les livres. Oui. Et elle n'a jamais pu lire, quoi. Elle a toujours été en structure entre les hôpitaux parce que souvent elle passait plus de temps dans les hôpitaux que dans la structure. Ils ont eu le mérite et la volonté de la garder alors qu'elle pouvait prendre entre guillemets la place de quelqu'un qui pouvait être là en permanence dans le handicap mental et je vous assure qu'elle est restée 9 ans en gardant le même niveau, c'est-à-dire début de niveau CP, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas lire, elle copie beaucoup, mais elle ne sait pas écrire, et elle ne sait pas compter. Oui. Et maintenant, elle est en foyer de vie, très bien encadrée. Elle est bien, oui, c'est ça. S'il est bien ce foyer, elle est très très bien. Elle aime beaucoup. Elle a des amis là dans ce foyer. Oui, elle a même un petit amoureux. D'accord. Et ça l'a beaucoup grandi aussi. Mais oui. Et son médecin maintenant qui est sur le lieu où elle habite, et parce qu'elle a son studio, donc c'est avec son argent qu'elle gère. Donc ça l'a responsabilisée aussi, ça
ça l'amène dans une certaine autonomie et ça l'a grandi, mais elle a accepté avec une petite remise à niveau avec des AMP qui l'accompagnent, et elle a accepté qu'elle ne pourrait pas lire ni avancer dans compter les euros par exemple, et ça elle a très bien intégré. Et avec ses frères et sœurs, ça se passe comment? Alors, parce que vous avez d'autres enfants. Alors bon, j'ai vécu 24 ans de violence, d'abord verbale et puis physique avec mon conjoint, et ça a été très douloureux, et mes enfants se sont mis, surtout les 3-4 dernières années, parce que Marine avait une force terrible. Comme elle ne comprenait pas les choses, elle mélangeait tout, et dès qu'elle entendait quelque chose les week-ends où elle était là, avant de comprendre, elle réagissait, et ils étaient incompréhensibles, ils étaient dans l'adolescence, et ils s'étaient mis à la frapper. Comme leur papa. Et moi, parce que votre mari frappait Marine. Oui, et moi. Oh là là. Mais c'est terrible, parce que déjà, étant donné la lourdeur du handicap de votre fille, et en plus il y avait la violence de votre mari. Mais comment avez-vous pu supporter tout ça? Parce que en fait, jusqu'à l'âge de ses 20 ans, enfin de l'année dernière, dès le 1er janvier, 1er février, où elle a pu intégrer une structure où il la gardait malgré... elle est plus ou moins immunodéprimée, et donc elle n'a pas de défense. Oui. Et donc, dès qu'elle était malade, pendant X années, on me l'a ramenée à la maison. Donc, je n'étais pas crédible pour essayer de trouver du travail où ça m'aurait un peu libéré la tête, etc., permis d'avoir une indépendance financière, pouvoir partir, etc. Et depuis cette date où elle est partie, moi, j'ai commencé à fonctionner différemment et à me dire, je ne peux plus accepter tout ce qui se passe, je dois sauver ma peau. Et je suis partie, j'ai fait 3 tentatives de départ, et au mois de mars, vous savez, je faisais mes cartons encore dans la nuit, et puis j'avais mon logement d'attribué, et puis mon mari, parce qu'il buvait, oui, enfin, l'alcool n'explique pas tout, parce qu'il y a des personnes qui s'alcoolisent et qui pour autant ne sont pas dans la violence. Tout à fait, oui. Et donc, par ça, il est à mes genoux, et puis bon, il m'a dit reste, je ne pourrai pas, il y a des enfants, et puis ça va déstructurer la famille. Voyons, elle était déjà, la famille était surtout déstructurée par la violence. Bien sûr. Et je crois que je n'avais pas tous les éléments en main pour partir, et j'étais peut-être pas encore tout à fait prête, et je ne suis pas partie. J'ai tout laissé, et j'ai dit que je ne prenais pas les logements, etc. Et bon, il a fait sa cure pour ne plus boire, et il est revenu, et il m'a reconquéri pendant 3 semaines. C'était le paradis. Et les enfants réagissaient bizarrement, c'est-à-dire qu'ils voyaient ça un peu trop rapide, trop beau quelque part, un peu trop superficiel, quoi. Oui. Et moi, je revivais, quoi, quelque part. Et puis, je me dis, ça va durer. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. Plus rien, et une violence verbale incroyable. Il faut savoir que j'avais quand même, mon fils étant mineur à l'époque, donc j'avais saisi le juge pour enfants, j'avais saisi le tribunal pour les majeurs protégés, etc. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais porté plainte. Parce que même quand il s'en prenait à votre fille. Oui, c'est la peur qui... Oui, mais cette peur, si vous voulez, c'est aussi une enfance traumatisée. J'ai reproduit ce que j'ai vécu avec mon père. Votre père était violent? Il m'a toujours frappé. Et j'ai été séparée de mes parents à l'âge de 11 ans. Vous avez été placée à l'âge de 11 ans? Oui. Donc quelqu'un a signalé que vous étiez... Pardon? Quelqu'un a fait un signalement pour vous? Oui, mon instituteur, tout simplement. Déjà, physiquement, j'ai fait une péritonite où j'ai failli passer. Donc, pendant 1 an, j'ai eu de la température, etc.
Et puis, voilà, j'ai été opérée, j'ai failli ne pas y passer. Et de là, Heureusement que cet instituteur a vraiment agi oui, vraiment. comme ça pour vous protéger. Ah oui, tout à fait. Les oreilles n'étaient pas soignées, si bien que j'ai perdu 45% d'audition. Enfin, Oui, il a eu le courage oui, il a tout fait. Et puis, de rompre la loi du silence, là, et de... Oui. Vous avez été placée dans une famille d'accueil ? Non, pas du tout. Parce que comme j'ai fait plus ou moins une dépression, même à 11 ans, vous ne sentez pas ça comme une dépression. Il y a des enfants qui font des dépressions même plus tôt, hein. Ah oui. Donc on me disait que c'était une grande tristesse et ça rendait les gens malheureux de me voir ainsi, quoi. Et on m'a mis à Chanel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un centre d'abord qui soignait les anorexiques, boulimiques, jeunes filles en convalescence. Puis je suis revenue vers les 14-15 ans parce que je ne supportais plus de ne pas voir mes frères et sœurs et surtout de ne pas voir la mère MER. Et puis, les violences ont recommencé, donc SOS, je téléphone, je suis repartie, je suis restée jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et voilà, et j'en ai fait une anorexie, quoi. Et à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis revenue, j'ai pas eu le temps de rentrer à la maison, j'ai reçu une claque. Et vous vous êtes mariée, donc vous dites... Je me suis mariée à 30 ans. Parce que contre vents et marées, je me suis battue toute seule contre mes parents, où j'ai dû intégrer quand même la cellule familiale pour pouvoir avoir un toit au début. Et j'ai voulu faire un métier que j'aime, alors qu'on voulait que je travaille et que je rapporte de l'argent dans la famille. Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Préparatrice en pharmacie. D'accord. Et pourquoi l'avoir arrêté alors ? Parce que à la naissance de votre fille ? Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des examens, j'ai pris tous mes congés. Après, j'ai dû prendre des congés sans solde. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je la suive en permanence, que j'aille à Rennes avec elle pour des années. Je ne savais pas encore. Et j'ai démissionné, quoi, pour pouvoir continuer à être disponible parce que elle était bébé, hein, ça a commencé à 14, de la naissance jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit mise dans une structure pour adultes. Et vous avez eu du mal à trouver cette structure Je l'ai cherchée contre l'avis de mon mari qui ne comprenait pas le handicap, qui refusait la souffrance qu'elle supportait et avec qui je ne pouvais pas partager. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé là ? Je ne sais plus, pardon. Je vous demandais finalement par rapport à parce que vous dites que vous avez fait un métier, enfin vous êtes battue pour faire le métier que vous vouliez faire, préparatrice en pharmacie, et finalement vous l'avez exercé très peu de temps puisque vous me disiez 15 ans quand même. À 15 ans, oui d'accord, j'avais pas réalisé. 10 ans d'officine et 5 bonnes années à l'hôpital. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'ils avaient trouvé la mucoviscidose chez ma fille, par erreur. C'était pas dans un établissement régional, c'était départemental, là où je vis. Et en fait, il y a deux tests à faire. Le test à l'époque était dit moderne par un appareil, et puis le test de la sueur. Et entre ces deux périodes, si vous voulez, il fallait attendre 3 semaines. Et pendant cette période, moi, je travaillais à un concours de titularisation pour garder ce poste à la pharmacie. Mais incapable de travailler, j'ai passé pendant ce laps de temps le concours que je n'ai bien sûr pas eu. Mais on m'a gardée parce que il y avait toujours besoin de personnel, puis à l'époque il y avait du travail et j'en étais très contente. Mais il a fallu que j'abandonne parce que il fallait l'accompagner à Rennes, quoi. Et vous étiez vraiment seule, puisque votre mari donc était, lui, n'était d'aucun secours. Il est venu avec moi, mais il fallait un salaire, quoi.
pour qu'on puisse continuer à Oui. manger. Vous voyez ce que je veux dire? Bien Qu'il sûr. y a la maison. Oui, oui. Et de votre donc, famille, vous ne pouviez espérer aucun non, secours. parce que mes parents m'avaient coupé du monde avec mes frères et sœurs en disant que j'étais une personne qui leur avait coûté très cher, alors que j'avais jamais payé un centime pour le centre dans lequel on m'avait mis pour me soigner, que j'étais la pire des filles, que j'avais toujours été méchante. Enfin, quand je me suis mariée, mon papa était décédé et ma mère m'a souhaité d'avoir un enfant handicapé. Je me rappellerai toute ma vie, avant que je me marie. Et elle m'a dit ceci, tu ne seras jamais capable de rendre heureux ton mari et d'avoir des enfants heureux. Alors, suite à tout ça, donc je me suis séparée. Je suis partie le 26 août. Il y a combien de temps? De 2009. Oui, 2009, d'accord. Voilà, et bon, mais vraiment convaincue par les quelques mois que j'avais vécu après avec l'abstinence de mon mari, donc je comprenais plus ses réactions violentes. Il n'y avait plus de coups, hein, il n'y avait plus mais il était devant les tribunaux aussi, hein, il avait été entendu, donc moi ça me donnait une marche aussi, moi j'avais fait des mains courantes, etc. Oui, oui. Et bon, jusqu'à il y a un mois, bon, j'étais vraiment, j'avais trouvé une paix, une liberté, et j'ai trouvé du travail. Oui. Très vite. Dans une pharmacie? Non, parce que j'ai arrêté depuis 19 ans maintenant. Oui. Donc, j'ai fait des VAE ou des VEA, je ne sais plus. Mais nous ne sommes pas payés et je trouve que c'est quand même de l'exploitation, surtout au bout de la deuxième et la troisième fois. Et vous êtes quand même un employé qui... Avoir travaillé plus de 5 ans dans cet hôpital, bon, vous avez des connaissances qui sont quand même un plus énorme après pour travailler dans une officine, si vous voulez. Et j'ai cherché, c'était dans une clinique, c'était dans une maison de repos qui s'est transformée en hôpital aussi, enfin en complément d'hôpital, de l'hôpital où je travaillais auparavant. Et j'ai tout de suite eu le pied à l'étrier et j'étais très bien, hein. Mais bon, personne n'a voulu m'employer parce que j'avais 19 ans. D'accord, mais là vous avez un travail. Disons que si vous voulez, je suis AVS, c'est-à-dire auxiliaire de vie scolaire. Oui. Depuis le 14 décembre. D'accord. Mais l'inspection académique n'accepte, enfin c'est pas le E, hein, c'est plus haut, c'est décidé que donc je suis censée être en formation en même temps, donc je ne peux travailler que 20 heures. Donc c'est-à-dire bon, c'est déjà ça. Oui, mais je n'ai que ça pour vivre. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est que j'ai acquis quand même de nouveau une vie sociale. Mais votre mari travaille? Oui, bon, on est en instance de divorce. Oui, donc vous pourrez obtenir. Voilà. Vous pourrez obtenir là oui, voilà, une pension. Une pension, hein? Oui, tout à fait. Et puis, en plus, j'avais le RSA, donc c'était pas grand-chose, hein. Ils me l'ont coupé pendant un mois, donc je n'avais ni salaire ni RSA le premier mois. Après, ils m'ont coupé chaque mois, parce que dès que vous bougez, si vous voulez, parce que moi, il m'aurait fallu que j'ai 2 ans de chômage pour prétendre à ce poste. Alors moi, je me suis battue contre la hiérarchie et j'ai réussi à travailler. Si vous voulez, mais j'ai toujours eu ce caractère-là dans le travail. J'avais suivi des cours par correspondance. Puis j'aime beaucoup les études. Et voilà, et puis j'en suis là. Et j'accompagne pas mal d'enfants dans une école où ils reçoivent pas mal de très jeunes en difficulté scolaire. Et ça m'apporte beaucoup. Et parallèlement, je prépare un concours pour faire une formation d'aide médicale psychologique.
D'accord. Oui, Voilà. donc vous avez repris là Oui, le cours de votre vie là. Hein. tout à fait. Oui, oui, vous arrivez Mm. avec beaucoup de détermination et de courage Et je dis que c'est pas à du vous occuper courage de chez vous. moi, c'est du plaisir parce que j'aime Oui. beaucoup apprendre. Enfin, il faut quand même voilà, vous retrouvez il y a du plaisir de nouveau ou enfin parce que vous retrouvez de l'apaisement Voilà. depuis que vous êtes Et je me depuis suis que votre jamais mari sentie n'est plus seule. là. Mm. Et je me suis jamais Ah, enfin, il sentie faut quand seule. même. Oui, Oui, vous ne oui, vous êtes oui. jamais accordé ça, ben vous ne pouviez pas hein, non plus. Non, non, Et puis, je n'avais plus le droit. J'étais, vous savez, quand vous êtes dans un hôpital, un très très grand hôpital, vous vivez dans l'urgence en permanence et ma fille c'était de l'urgence en permanence. Il y a eu 11 ans mais d'hormones de vous n'aviez croissance. aucun moment pour souffler, Et Non, malheureusement, vous dites bien, vous êtes retombé dans une spirale que vous ne connaissiez que trop bien. Les paroles de voilà. votre mère, Mm. finalement, comme des paroles de Oui. mauvaises fées qui se penchent sur vous Mm. hein, et qui vous prédisent le pire, comme si ces paroles étaient prophétiques. Enfin, c'est Ouais. terrible. C'est-à-dire tout. Euh, ça contribue comme si finalement c'était mérité, Prémédité. enfin voilà, comme si Oh, c'était au fond terrible. vous étiez condamné à être à souffrir. Hein. Voilà. Donc au fond que il y avait rien à faire contre cela. Mm. Et puis, bon, mon mari travaillait et il s'en voulait d'être jamais à côté de moi pour voir sa fille qu'il voulait déjà Ouais. trop protéger et adorer à sa façon. On ne comprenait pas. Oui, enfin Je là sais pas. vous êtes très indulgente à son égard, hein, Oui, je parce sais, que je enfin sais. il l'a frappée, hein. Ok, oui. Donc bon, la Très protéger. tard, mais bon. Oui, là Ouais. vous êtes oui, vous reconstruisez à votre façon, Non, vous le non, non. protégez quand même là. Non, 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 je pense pas parce que je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous surprendre et peut-être vous faire réagir d'une autre façon que je connais pas, hein, parce que en fait il y a 2 mois et demi à peu près, un matin je me lève et j'avais eu des coups de fil de temps en temps de ce mari, de cet ex-conjoint violent et qui tout d'un coup me demandait gentiment d'accepter de parler, de dialoguer sans avoir peur ou sans crier parce que étant sur mes gardes dès que je l'avais au téléphone, j'avais très peur. Alors que ma peur, moi, elle était partie et je vivais mais je vivais très bien si vous voulez, je faisais simple et je vivais dans le Oui, présent. et qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Eh bien, je me suis levée un matin, je me suis dit écoute, il faut lui pardonner parce qu'il est malade, il va pas bien. Alors, bon, j'ai travaillé, et puis en arrivant du travail, vers les 18h, je lui ai amené un mail en disant ceci, je te pardonne, et ne m'explique pas pourquoi, c'est un sentiment, c'était quelque chose, mais c'est pas quelque chose qu'on pardonne tous les jours, que l'on répète 10 fois par jour. Vous voyez, c'était la première fois. Et je te souhaite de reconstruire, de refaire ta vie et d'être très heureux. Voilà, ça se résumait à ça. Et il y a eu une réaction immédiate, c'est-à-dire qu'il m'a appelé et on est resté en dialogue en permanence. Et on s'est vus. Alors moi je ne l'aimais plus. Et lui voulait que je revienne à la maison. Et les enfants étant en études, et ils avaient choisi en partant de rester avec leur papa parce qu'il avait fait une grosse tentative de suicide le dernier mois au moment où je partais parce qu'il avait compris que je ne reviendrais plus. Et il a été un suicide vraiment. Puis j'ai refusé d'aller le voir sur son lieu de travail. Et ils m'ont dit, maman, toi tu vas bien.
Donc, Oui, mais on ça, comprend. malheureusement, c'est souvent le cas, hein. Voilà. Les enfants restent auprès du parent qu'ils sentent le plus en Fragilisé. souffrance. Oui. Mais Et j'avais aussi, finalement, où vous en êtes avec lui, Liliane? eh Parce qu'il faut ben, qu'on avance. écoutez, on s'est revus et on a à nouveau une relation amoureuse. Oh là là. Mais, Oh là là. écoutez, on en est arrivé à se dire tout ce qui n'allait pas chez l'un, chez l'autre, c'est-à-dire chez moi. Les bases de ce qui n'allait pas. Ouais. Pourquoi moi Vous voyez, Liliane, moi, j'ai envie de vous dire, bon, que vous soyez dit un jour, vous éprouviez le besoin de pardonner à votre mari, parce que, comme vous dites, il est malade et que ça vous permette de trouver en vous l'apaisement, et c'est une chose. Mais ce que vous lui aviez dit, que vous lui souhaitiez d'être heureuse et d'être heureux, pardon, Mais voyez, évidemment, il saisit l'occasion, il revient, il veut s'installer et j'ai envie de dire, vous replongez. Ouais, mais enfin, bon, moi, je vous donne mon point de vue, je devrais peut-être pas, mais Si, je suis là, je trouve que j'ai l'impression que là, vous êtes dans une réparation de votre histoire à vous, d'enfant, comme souvent l'enfant a tellement besoin d'amour et aurait tellement besoin que le parent qui a été violent, qui l'a maltraité, qui l'a rejeté à un moment on aimerait tellement pouvoir retrouver cette dimension de pardon et qu'il y ait un happy end et que ça se termine bien et qu'il y ait enfin de l'amour et de la sérénité, de la tendresse entre ce parent et l'enfant qui a été terriblement meurtri par ce parent. J'ai l'impression que ce que vous n'avez pas pu faire avec vos parents, vous le faites avec votre mari. Mais à quel prix pour vous? Parce que vous, Liliane, moi ce que j'entendais, c'est que tout le temps où vous avez été séparée de votre mari, vous avez enfin repris votre propre route, cette énergie, vous aviez pu la récupérer pour vous, vous occuper de vous. Et là, cet homme, oui, je suis d'accord avec vous. Bien sûr qu'il a certainement d'incroyables blessures, une souffrance, certainement. Mais vous, votre souffrance, oui, Liliane, mais pour autant, vous lui tapiez pas dessus, vous ne l'avez pas meurtri. Voyez, être en souffrance ne justifie pas tout. Et finalement, vous replongez, j'ai l'impression, et j'ai peur, je crains que ce soit à vos dépens. Alors que finalement, vous étiez en train d'avancer là, sur votre propre route. Et je crains que cette énergie que vous mettiez enfin à votre service, enfin à prendre soin de vous, comme personne peut-être ne l'a jamais fait, si ce n'est cet instituteur qui enfin avait pris soin de la petite fille qu'on maltraitait terriblement. Eh bien, cette énergie, comme vous êtes occupé, vous la redonniez à votre mari. Alors qu'après tout, il n'y a que lui qui peut s'occuper de lui. Non, voilà. Moi, justement, ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'il s'est... comment avez-vous dit la dernière phrase? Il n'y a que lui seul qui peut s'occuper de lui, c'est ça? Oui, qui se prenne en charge. C'est ce qu'il a fait parce que... Oui, mais qu'il continue à le faire parce que ça prend du temps. Voilà, oui. Oui, alors il s'est sevré, d'accord. Mais vous savez que je veux pas être pessimiste, mais il y a des sevrages, il peut y avoir des rechutes, il peut y avoir... Oui, je sais bien. Hein, donc, il va avoir besoin de temps. Dans cette douleur la plus terrible pour lui, je vous souhaite, mais moi je crains, vous avez encore, beaucoup de choses à... Enfin, je veux dire, vous avez beaucoup donné. On vous a fait beaucoup de mal et il serait vraiment important que... il est grand temps, Liliane, que vous preniez enfin soin de vous. Et que cet homme, d'accord, il a souffert, mais il n'a pas pris soin de vous, il pouvait pas le faire, mais qu'il n'attende pas non plus que vous preniez soin de lui maintenant, quoi. Comment? Vous avez suffisamment à faire avec vous. Et vous avez dit qu'il ne faut
pas qu'il prenne... qu'il n'attende pas trop de vous. Je sais pas, dans le dialogue, c'était pas ce qu'il disait. Écoutez, Oui, c'est ce qu'il disait, je veux dire. Moi, c'est ce que je vous il dis avait- en tout cas. Mais Ah bon, ouais. après, Voilà, je sais voilà. pas, faites-vous au moindre signe, Liliane, au moindre signe. Oui. Si de nouveau, en parole, je dis même pas en parole, il y a des paroles de nouveau où il vous attaque, où il vous blesse, où il s'en prend à vous, partez. D'accord. Ne laissez pas de nouveau cet homme vous faire du mal. Vous en avez suffisamment souffert comme ça. Et continuez votre chemin à vous. Vraiment. Alors, c'est ce que je lui ai dit, que de Voilà. toute façon, j'étais rebelle, enfin, entre guillemets. Oui, maintenant. mais... Vous voyez ce que je veux dire par rapport à sa composition d'origine, Oui. mentale, et que de toute façon, il ne ferait pas ce qu'il voudrait avec moi. Oui, mais Est-ce que j'ai pas que me des laisser paroles. doubler Et est-ce que c'est pas le handicap de ma fille qui m'empêche de penser que je peux reconstruire une vie? Est-ce que c'est pas ça aussi qui intervient? Peut-être, mais ça Mais mériterait moi, je suis d'être pas un dans peu cette travaillé. démarche-là, j'ai besoin de m'investir toute seule d'abord. Mais je crois que oui, vous êtes dans un chemin de reconstruction et je voudrais pas que cet homme vous l'arrache. vous l'arrache, exactement. Pensez à vous, peut-être allez en parler à quelqu'un. Alors, Prenez je suis soin de vous, avec une Liliane. Il faut psychologue qu'on, oui. Bon. qui m'a conseillé de ne pas partir encore. Bon. Voilà. Et Écoutez, moi, de sais pas partir, de pas quitter votre mari. Non, de ne pas quitter mon logement, enfin de rester encore libre. Ah, mais votre logement, Je veux non, dire, mais vous y étiez très bien laisser tant qu'il n'y faire était encore, pas. Vous y étiez très bien tant qu'il n'y était pas. Oui. Ben oui, ça on est bien d'accord. Si, il était très bien parce que il a continué à me contacter malgré tout ce que je lui disais et qui était porteur négatif à écoutez, l'origine pour lui, puisque je pouvais lui dire les choses. Travailler ça, oui, mais lui dire, écoutez, vous avez besoin de vous dire des choses à vous-même et de travailler ça avec votre psychologue, parce que lui, il a du chemin à faire de son côté. Et ce chemin, il est peut-être pas à faire ensemble. Je sais pas, c'est à vous de voir, mais continuez en tout cas à voir votre psychologue et à parler avec elle et à suivre votre propre chemin, hein, Liliane. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Comme dit le subversif européen sur les coups d'1h du matin, se nimbent parfois de nuages odorants à la provenance douteuse. Et oui, avec Bob Marley. Le même subversif qui, plus sérieusement, dit à propos du témoignage de Liliane, qui dit, avant de pardonner peut-être à votre mari, pardonnez-vous à vous-même d'avoir été mal aimé enfant. Votre chemin de résilience vous mènera à son terme. C'est tout le problème des enfants maltraités, c'est que souvent ils s'en veulent beaucoup à eux-mêmes, alors qu'évidemment ils n'y sont pour rien, mais il y a une culpabilité dont ils ont du mal à se défaire et qui fait que finalement ils ont tendance à se rapprocher trop près, souvent, de leur bourreau, on va dire ça comme ça, lié à une estime d'eux-mêmes extrêmement meurtrie. C'est Orchidée aussi qui dit que de douceur dans la voix de Liliane, alors qu'il y a tant de violence dans son parcours. Persévérez, pensez à vous, je vous embrasse. Et on va accueillir maintenant Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Marie-Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je vais être vraie puisque l'émission se termine. Je vous donne entièrement raison concernant ce que vous venez de dire à la dernière personne qui a souhaité retourner avec son mari. Pour mon cas, j'ai été très émue par la première personne qui a vécu dans la peur. Thierry, oui. Oui, voilà. Cet homme, oui. À travers cette femme qui, quelque part, pour moi, est même certainement malade. Oui, on peut penser très... Ceci dit, c'est son problème.
Je propose ce que je conseillerais à c'est de consulter, Oui. de voir un psychiatre ou de faire de la sophrologie. Maintenant, quant à la petite, moi je suis directement touchée par la petite. Oui. Moi-même étant une femme battue pendant 32 ans, j'ai eu mes enfants qui ont été eux-mêmes battus, qui maintenant ne sont plus très jeunes mais qui souffrent encore. Et je disais donc à la dame qui m'a accueillie, d'ailleurs qui est très aimable, ce que disait la personne précédente en justifiant l'intervention de l'enseignant. Je ne sais pas si cette petite est scolarisée, mais moi étant enseignante, à travers le comportement de l'enfant, on voit exactement ce qui se passe à la maison. On voit si la petite a peur à travers son comportement. Oui. Si elle est hyperactive ou si elle est introvertie ou Oui, c'est vrai si elle vit seule, si elle n'a pas de petits camarades, si elle est en échec scolaire. Oui, les enseignants sont des témoins privilégiés. Alors, je ne sais pas, je disais que les enseignants sont des témoins privilégiés. La mère de cette petite fille est professeure des collèges, d'ailleurs. Hein. Professeur des écoles, pardon. Nous sommes des témoins privilégiés, entre guillemets. Nous sommes des témoins responsables. Oui. Pour moi. Donc, moi, je disais donc à la personne qui m'a accueilli au téléphone que actuellement dans les écoles, en particulier les écoles maternelles, puisque la petite est jeune, il y a des psychologues scolaires, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des centres gratuits, des camps, des centres médico-psychopédagogiques, où le papa pourrait aller. Mais pour cela, il devrait ou l'enseignant s'adresser au père, ou inversement. Parce que moi, étant enseignante, ça fait déjà un certain nombre d'années, j'ai des cas, et de plus en plus de cas, avec des familles monoparentales, où on découvre qu'il se passe quelque chose à la maison. Et je dis toujours aux parents de nous dire la vérité. De toute façon, la vérité, les enfants nous la disent, ou nous la font découvrir à travers leur comportement. Donc je crois que ce papa, il m'a vraiment bouleversée parce que je me suis reconnue à travers lui, mais j'ai senti vraiment un papa malheureux. Oui, dans un désarroi profond. Voilà. Et j'étais horriblement touchée par ça. Mais c'est important, merci de nous avoir appelé, Michel, parce que c'est vrai que c'est une piste intéressante. Ça a été ma première des réactions. Oui. Dès que l'émission a commencé, j'ai dit il faut qu'il aille auprès de l'enseignante. Oui. Parler un peu de ses inquiétudes et demander un peu comment il perçoit sa petite fille. Exactement, parce que bien sûr, nous avons un rôle éducatif, mais nous avons de plus en plus un rôle social. Oui, on l'entend. Et je ne sais pas si la petite est scolarisée, mais ce papa... À 3 ans et demi, on pense qu'elle peut l'être, surtout que sa mère travaille, les professeurs des écoles, donc a priori, elle doit être scolarisée elle-même, on peut le penser. Même si les parents pas travaillent à deux, cette petite doit être acceptée à la cantine. Donc, on le voit même, moi, étant enseignante, on le voit même à travers les moments des repas. On peut voir beaucoup de choses. Mais écoutez, merci beaucoup, Michel, de cette piste-là. J'espère que le papa Thierry a été au courant. Vous avez été bref, mais vous avez été concise. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir Michel. Et ce n'était pas la Saint-Parfait ce soir, mais Georges vient de rentrer. Un petit SMS, il me dit sur quoi porter les témoignages de l'émission ce soir. Sur la Saint-Georges, et vous avez loupé les petits messages de Sergio, de Coco et de Nejout qui vous adressaient leurs plus affectueuses pensées. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.